Daniel Ikuta Marim, nous sommes au Pérec Lamed Aleph, je reprends la page 80, la 7e ligne, Vine Prina Zoi Prina Tiat Mitzrayim. On a commencé à aborder le concept de Tiat Mitzrayim la dernière fois, mais je vais reprendre aujourd'hui. Nous parlons dans le Pérec Lamed Aleph de quelqu'un qui manque de sensibilité pour la Torah, la Kedusha. On avait déjà identifié le problème, le Nefesh Abamit qui prend trop de place. Dans le Pérec Raftet et Lamed, Morazaken nous a expliqué comment le briser, comment le remettre en place. T'es pas celui que tu crois. On a parlé de Bitouche, mais Vachinle. Sache que tu n'es qu'un animal. Tu réponds simplement à ce que tu as envie, à tes instincts. Regarde à quoi tu rêves. Considère un peu que tu es capable de désobéir, etc. Ne te comporte pas seulement avec humilité, comme on a dit dans le Pérec Lamed, mais sois vraiment humble par rapport aux autres. Parce que finalement, tu ne fais pas plus d'efforts que lui à son niveau, voire même tu en fais moins que lui à son niveau. Et donc, dans le Pérec Lamed Aleph, l'Admor Zaken a commencé par dire que, à force de tenir ce genre de raisonnement et de se dégrader, de se déconsidérer à ses propres yeux, on risque de simplement déprimer et d'être triste, et c'était pas une bonne idée. L'Admor Zaken a répondu, il n'y a pas le choix. C'est une étape incontournable. Mais c'est juste une étape. Il faut savoir que, en procédant de cette manière, on retourne contre notre Nefesh Abamit ses propres armes. C'est-à-dire, son âme de prédilection, la tristesse. Évidemment, il faut choisir le moment adapté pour cela. Le moment adapté, c'est le moment où j'étais déjà triste pour autre chose. Pour ceci, pour cela, j'étais déjà triste, j'avais déjà pas le moral, j'avais déjà le cafard. Alors, tant qu'à faire, puisque je suis déjà triste, je vais surfer sur cette vague de tristesse et tenir la réflexion que l'Admor Zaken nous a tracé dans les prakim précédents, Chavtet Lamed, et ainsi retourner contre notre Nefesh Abamit ses propres armes. Et tout ce qu'on lui a dit était vrai, mais il existe aussi un Nefesh Elokit. Ça veut dire qu'on ne s'installe pas dans cette tristesse. On prend du tout conscience qu'il y a un Nefesh Elokit, et on veut réagir. On ne veut pas seulement pleurer pour notre Nefesh Abamit, pleurer pour le Nefesh Elokit qui l'accompagne. On veut réagir, et dans ce cas, on va accomplir Torah et Mitzvot avec une grande joie. L'Admor Zaken nous a donné l'exemple de ce prince qui était en prison et qui a été libéré. Je n'y reviens pas aujourd'hui, mais je vais surtout revenir sur l'exemple que donnait l'Admor Zaken au sujet de la sortie d'Égypte. Kibaracham, je reprends rapidement la question que l'Admor Zaken a posée. Paro était brisé, son pays était dévasté, et on nous dit que les Bnei Israël se sont enfuis. Mais il n'y a pas de raison de s'enfuir. Paro a été brisé, c'est bon, son pays est ruiné, donc il n'y a pas raison de s'enfuir. On peut s'en aller maintenant tranquillement. Et l'Admor Zaken nous explique que cette fuite, en vérité, est due au fait que Paro était brisé, mais toujours là. Et cette histoire de la sortie d'Égypte, elle se reflète dans l'histoire individuelle de chacun d'entre nous. Alors, je vais d'abord reprendre dans les mots, Zoi Prinat Yitziat Mitzrayim, c'est ce qu'on appelle Yitziat Mitzrayim, Shenemar Baki Barach Ha'am. On nous dit que le peuple s'est enfui des Chora Utamu, a priori, c'est étonnant, la Maïta Kazot, Fridou Amrou, les Paro, les Shalcham. Pourquoi ils ont dû s'enfuir? S'ils disaient à Paro qu'ils allaient quitter définitivement le pays, ça aurait marché. Paro ne pouvait pas leur refuser cela. C'est lui-même qui les a fait sortir et qui leur a demandé de partir. Si ils avaient demandé de partir pour toujours et pas seulement pour 3 jours, il n'aurait pas été obligé de les renvoyer. Mais le mal ici, regardez ce que dit l'Admor Zaken, dans les Nefashot Israël, le mal qui était chez les Juifs, on a parlé de Paro, mais du coup, l'histoire de Paro se reflète dans notre histoire individuelle. Le mal était toujours là, toujours présent, qui lopas kazu amatam ad matan Torah. Le mal ne les a pas quittés jusqu'à matan Torah. L'objectif au moment de Yitziat Mitzrayim, c'est seulement de libérer le Nefesh Elokit, ce que représente l'objectif de Yitziat Mitzrayim, adapté à notre situation individuelle. Libérer déjà notre Nefesh Elokit, lui permettre de s'enfuir. Parfois, il faut juste s'enfuir. On ne cherche pas à réparer, on ne cherche pas à négocier. On s'enfuit, un point, c'est tout. Et Tumat Mitzrayim Davka Boïd Barer, s'enfuir de l'exil d'Égypte pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Il est arrivé comme ça un jour que le Mashper Reuven Dounin, qui a appris chez le Rabbi, et il avait décidé que c'était plus possible. Lutter contre son Yetzirah, contre son Nefesh Abamit, il n'en pouvait plus. Pourquoi? Parce qu'il passait d'un extrême à l'autre. Il passait de moments d'élévation, de moments de proximité avec le Rabbi où il se sentait tout feu tout flamme pour la Torah, pour la Kedusha, à d'autres moments où il se retrouvait encore confronté à son Yetzirah contre lequel il devait se battre. Et ces situations extrêmes le perturbaient énormément. En d'autres mots, il n'en pouvait plus. Et un jour, quand il a été reçu
était reçu par le rabbi, il lui a dit en toute sincérité, en toute honnêteté, Rabbi, je n'en peux plus, il a éclaté en sanglots, il a dit, je préférerais mourir que de devoir, comme ça, à chaque fois passer d'un extrême à l'autre, devoir me battre contre mon nefesh abamit, et puis ensuite passer à des moments d'extase et des moments exceptionnels de proximité avec Dieu, avec le rabbi. Je sens que j'ai plus de force. Et le rabbi lui a dit, parfois, il faut savoir saisir le Yetzer Hara par le col de sa chemise et le mettre dehors. Et le Mashpia, Yosef Yitzhak Gurevitch a expliqué quelle était cette réponse du rabbi. La guerre contre le Yetzer Hara doit parfois se passer d'une façon un peu kibaracham, comme nous venons de le dire. Il faut parfois s'enfuir. Ça veut dire pas chercher à discuter avec lui, pas chercher à le considérer, à essayer de l'améliorer, je ne sais pas ce qu'on va chercher. Tout simplement fuir, mais fuir pas en arrière, fuir en avant, pratiquer les mitzvot, étudier la Torah, arrêter de trop se casser la tête avec lui, d'essayer de lui répondre et de lui donner des arguments et des contre-arguments ou essayer de rien du tout. On fuit et on avance. On fuit, c'est une fuite en avant, mais une fuite positive, bien sûr. Un jour, le Mashpia Reb Shlomo Chaim Kesselman a expliqué cette idée en disant que lorsque quelqu'un est attaqué sur la route par un brigand, par un bandit, bien la première chose à faire, c'est de s'enfuir. S'il s'arrête, et il commence à sortir de son sac un pansement parce qu'il vient d'être blessé, et il commence à mettre un bandage autour de son bras, qu'est-ce qui va se passer? Le brigand va continuer à le frapper, il va continuer à le blesser, voire même il va le tuer sur place. Donc il y a des moments où il ne faut pas penser à réparer ses blessures spirituelles. Il y a des moments où, au contraire, il faut d'abord avancer, fuir en avant. Comment on fuit en avant? Comment libérer notre nefesh Elokit du corps de l'âme animale qui veulent l'attaquer et le blesser? En pratiquant simplement Torah et Mitzvot, en s'impliquant davantage dans une pratique rigoureuse de la Torah et des Mitzvot. L'idée ici est qu'il y a en chacun de nous un paro Melech Mitzrayim, un paro, un Moshe Rabbeinu, il y a un bâton de Moshe. Et le problème, c'est pas tellement de quitter l'Égypte. Quitter l'Égypte, c'était pas un vrai problème. Mais c'est pas simple de quitter Paro quand on a été son esclave pendant quelques siècles. Et on est tous esclaves de quelque chose, puisqu'on parle d'être esclave. Il y a celui qui est esclave de son travail. Il n'y a que cela qui compte dans sa vie. Son travail, sa carrière, gagner de l'argent et dépenser. Il y a celui qui est esclave de sa voiture. Il y a celui qui va astiquer sa voiture tous les dimanches. Voilà, c'est une corvée, mais il est l'esclave de sa voiture, celui qui est esclave de ses vêtements. Et il lui faut un vêtement derrière l'autre, pas cette marque, cette autre marque. Chacun est esclave de ses ta'avot. Il y a celui qui est esclave de la nourriture. C'est là qu'il se retrouve. Il y a quelque part un des ma'amarim de l'Admor HaZaken, où l'Admor HaZaken dit que l'origine de toutes les ta'avot se trouve dans la nourriture. Et attention, dans quelle nourriture? Dans le tcholen de Shabbat. Parce que le Shabbat à bon dos, c'est le bon prétexte pour pouvoir simplement profiter. En vérité, on a mangé, c'était peut-être pas tout à fait pour Shabbat uniquement. C'était aussi parce que l'estomac a bien profité. C'était bon aussi. Ça veut dire qu'il y a une différence. Quand on parle de quitter l'Égypte, il y a quitté l'Égypte, mais il y a aussi expurgé l'Égypte qui est en nous. C'est deux choses différentes. Il y a le Rabbi de Gour, un Sfat Emet, qui explique qu'on nous parle de l'avenue de deux Mashiach. Pourquoi deux? Un seul nous suffirait. Nous, avec un seul, on accepterait, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est rapporté qu'il y a deux Mashiach. Il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Et il demande, mais pourquoi avoir deux Mashiach? Parce que le premier va faire sortir les Bnei Israël d'exil. Et le deuxième va faire sortir l'exil des Bnei Israël. Parce que quand les Bnei Israël sont en Égypte, ils sont pas seulement invités en Égypte, ils sont pas des touristes en Égypte. Ils y ont été formatés. Ils sont formatés par le pays, par ses idées, par tout ce qu'on y trouve. Ils sont devenus pas des juifs libres qui sont au service et esclaves de Paro. Ce sont devenus des juifs galoutiques, des juifs de l'exil. Ils raisonnent en termes de galoute et pas en termes de Géoula. Ils sont formatés par le système. Ce ne sont pas des juifs libres en exil. L'exil a pénétré leur système, leur identité, leur idée, leur façon de penser, leurs émotions. Dans l'histoire, on raconte l'histoire comme la Torah le raconte. On nous raconte pas l'histoire des 10 plaies d'un coup. On nous raconte d'abord 9 plaies, puis ensuite on fait une pause, avant de nous parler de Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, et on nous parle de l'histoire du Korban Pessah, à Hachem qui dit à Moshe, transmettre au Bnei Israël, chacun devra prendre un petit animal, un mouton, un agneau, l'attacher au pied de son lit, pendant quelques jours, et puis ensuite lui faire la shrita, et puis ensuite le faire griller. Pourquoi pas raconter les 10 plaies? Pourquoi interrompre l'histoire? Raconte-moi les 10 plaies, et ensuite tu me parles du Korban Pessah. Chaque chose, soyons un peu cohérents dans le récit de l'histoire. Pourtant, on voit que la Torah nous raconte seulement les 9 premières, ensuite le Korban Pessah, et ensuite on nous parle de la 10e plaie. Pourquoi interrompre le processus à la 9e étape? Parce qu'en réalité,
Faire la shrita du Korban Pessah, ça correspond à faire sortir l'Égypte des Bnei Israël. Faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, leur faire passer la frontière, c'est pas là la grande difficulté. La grande difficulté, ça va être de faire sortir l'Égypte des Bnei Israël. Et comment on fait cela? On prend le dieu des Égyptiens, le mouton, l'agneau. On va l'égorger. Et on va pas l'égorger dans un abattoir clandestin. On va le faire en mode Chabad Lubavitch ou Faradsta. On va le faire devant tout le monde, avec beaucoup de publicité, avec beaucoup de flammes, beaucoup de bruit. On va l'attacher quelques jours au pied du lit. Tout le monde, tous les voisins égyptiens vont entendre un mouton bêler dans notre chambre. Tout le monde doit être au courant. Et quand ils vont nous demander, tu fais quoi avec ce mouton? C'est quelques jours que tu mets ton mouton chez toi à la maison. Il dit, t'inquiète pas, c'est ton Dieu, mais moi, dans quelques jours, je vais l'égorger et je vais le faire griller. Et quand on va le faire griller, pourquoi griller? On aurait pu le cuire gentiment et discrètement dans une marmite. Non, on va le faire en grillade. Ça veut dire qu'il faut que tous les voisins sentent la fumée de ce mouton. Pourquoi tout ça? On va enfumer tous les voisins avec l'odeur de leur Dieu qu'on a sacrifié, qu'on a fait brûler, parce que l'objectif, c'est de faire sortir l'Égypte des Bnei Israël. Et d'ailleurs aussi pour cette raison qu'on nous raconte que les Bnei Israël ont demandé à Paro de sortir pour 3 jours seulement, pour nous dire que le mal ne nous quitte jamais définitivement. Ça, si on peut dire, je ne sais pas si on peut le dire, mais je vous le dis, c'est un des points principaux du Sefer HaTanya. Avant d'apprendre le Tanya, on aurait pu penser que notre objectif, c'est de se débarrasser définitivement du Nefesh Abamit. Nous devons devenir des tzadikim. Le Sefer HaTanya nous apprend pas du tout. C'est le Sefer Shel Benonim. On nous apprend que notre objectif, c'est pas de nous débarrasser définitivement du Yetzer Hara, du Nefesh Abamit. Mon objectif, c'est toute ma vie de me battre contre lui. Et on m'apprend que je vais jamais le vaincre, jamais l'éliminer. Il sera toujours là. Et voilà quel est mon objectif. Me battre contre lui. Si je lui dis, je te quitte pour la vie, je ne veux plus entendre parler de toi, je sais qu'il sera toujours là. Il me suit. Et c'est ce qu'on a dit à Paro, c'est ce qu'on dit à notre Nefesh Abamit. Je te quitte pour 3 jours. Si tu lui dis, je te quitte pour toujours, ça marchera pas. Il faut être plus malin. Sache que Paro veut bien te laisser partir. Il veut bien te laisser partir pour 3 jours. Pour 3 jours, ça va fonctionner. Si tu lui dis, je te quitte pour toujours, ça fonctionnera pas. Quelqu'un pourrait se dire, avant d'apprendre le Sefer HaTanya, il pourrait se dire, ça fait déjà 20 ans, 30 ans, 50 ans, je me bats contre mon Nefesh Abamit, j'essaye d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, et je ne peux que malheureusement constater que j'ai toujours les mêmes ta'avot, les mêmes désirs, les mêmes défis à relever, et on a vite fait de se décourager. Alors quoi, ça marchera jamais, j'y arriverai jamais, mon Nefesh Abamit sera toujours là, j'aurai toujours un Yetzer Hara, bon, je peux un peu calmer sa flamme, je peux essayer de le contenir, mais quoi, il disparaîtra jamais? Et l'Admor HaZaken vient nous apprendre. Avodat Hashem, ça ne veut pas dire éliminer le Nefesh Abamit. Avodat Hashem, ça veut dire se battre contre lui. Il y a une sira où le Rabbi rapporte que lorsqu'Hachem s'est révélé à Moshe, la première fois, sur la montagne avec le buisson ardent, la flamme brûle, mais le bois, lui, ne se consume pas. Le bois reste là. Et le Rabbi explique dans cette sira, je vous le dis en 2 mots, la flamme, c'est la flamme de l'Akdusha. Et le bois, ça représente ici le Nefesh Abamit, le corps et l'âme animale. Même si le Nefesh Abamit ne se consume pas, il ne disparaît pas, mais c'est là que va briller la flamme de l'Akdusha. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu? Shalna alecha, enlève tes chaussures. C'est ça Admat Kodesh, c'est ça la terre de Kdusha. Ça c'est Avodat Hashem, ça c'est Avodat dans la Kdusha. Se battre contre son Nefesh Abamit. Nous sommes des lutteurs. On peut diminuer la fougue de notre Nefesh Abamit. On peut même, comme on va voir à la fin du Pérec, on peut l'impliquer dans Avodat Hashem. On peut essayer de l'améliorer, mais il reste un Nefesh Abamit. Il ne faut pas imaginer qu'un jour, on pourra l'éliminer définitivement. Et sans l'enseignement de l'Admor HaZaken ici, qui, je pense en tout cas, est un enseignement majeur, un enseignement central, fondamental de tout le Sefer HaTanya ici, un de ces enseignements en tout cas, eh bien on aurait déprimé depuis longtemps. Et voilà ce que veut dire l'expression dans la Torah qui baracham. Le peuple s'est enfui. On doit sortir. Pas seulement d'exil. On doit sortir l'exil de notre tête. On doit sortir l'exil de notre cœur. Il ne faut plus penser comme un juif égyptien. Il faut penser comme un juif libre. Il faut être, comme l'expression en anglais qui dit, il faut être le chien en dehors de la boîte. Il y a une histoire, bon, c'est pas une histoire, c'est une histoire plutôt, c'est presque une blague. Ce monsieur qui ne supporte pas dans l'avion d'être assis entre 2 sièges. Il faut absolument qu'il soit du côté du couloir pour pouvoir sortir, pouvoir s'aérer, pouvoir se lever. Et donc, il appelle l'agence de voyage, me réserver mon vol, mais s'il vous plaît, c'est un vol qui dure 8-10 heures. Je veux un siège côté couloir. Bien, il lui dit pas de problème, je vous réserve votre siège côté couloir, 38C, pas de problème. Il rappelle 1 mois plus tard, vous me confirmez bien le siège, parce que sinon, ça va être une catastrophe pour moi. Je vous confirme, vous avez bien le siège côté couloir. Il rappelle 1 semaine avant le vol, il rappelle la veille du vol. On lui a confirmé, il a bien le bon siège. Très bien. Et puis,
Et il prend le vol, et puis, arrivé à destination, ceux qui sont venus l'accueillir le voient dans un état, il est catastrophé. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Le vol était difficile, il y a des turbulences. Pourquoi tu es dans cet état-là? Il dit, non, j'ai réservé pour avoir un siège côté couloir. Et finalement, 38C, on m'a confirmé, on me l'a reconfirmé. Finalement, j'étais 38B. J'étais bloqué comme ça entre deux sièges. J'ai passé un vol, une vraie catastrophe. Alors ses amis lui disent, mais écoute, si vraiment ça te tenait à cœur, fallait demander à changer de place. T'aurais demandé au voisin à côté, est-ce qu'on peut pas changer parce que vraiment tu supportes pas? Et l'autre qui répond, mais vous comprenez pas, il y avait personne à qui parler, c'était vide à côté de moi. Voilà ce que veut dire le concept de Yetziat Mitzrayim. Sortir l'exil de notre tête. Il était bloqué dans son système et il pouvait pas s'en sortir. D'ailleurs, il y a une Yechidut où le Rabbi a dit clairement à quelqu'un qui le rencontrait comment s'y prendre avec le Nefesh Abamit. Tu veux prendre une bonne décision. Ne prends pas une décision sans limite de temps. Tu veux par exemple prendre la décision de manger kasher. Tu prends la décision de manger kasher une semaine. Tu veux respecter Shabbat, prends la décision de respecter 2 Shabbatot. Pourquoi? Je veux pas révéler mes véritables intentions à mon Nefesh Abamit. Comme les Bnei Israël qui quittent Paro sans lui révéler qu'ils veulent le quitter pour toujours. Je lui dis que je vais simplement respecter 2 Shabbatot. Manger kasher une semaine. Pourquoi? Parce que au bout d'une semaine ou au bout de 2 Shabbatot, lorsque je vais devoir prendre une nouvelle bonne décision et continuer sur ce bon chemin, la prise de bonne décision sera beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, c'est de cette façon que l'on va, en se libérant de notre Nefesh Abamit, libérant notre Nefesh Elokit, Nefesh Abamit, du coup se retrouver dans une situation vraiment heureuse. Ma vie alors a un sens. J'ai accompli ce pourquoi je suis venu dans ce monde. Je me bats contre mon Nefesh Abamit. Je libère mon Nefesh Elokit. J'ai plus d'argent, j'ai moins d'argent. Tout ça passe au second plan. Que se passe-t-il avec la famille? Que se passe-t-il avec toutes les difficultés de la vie? Ces difficultés sont là, mais du coup, elles sont reléguées au second plan. Comme on voit très bien que beaucoup de shluchim dans le monde ont une montagne de difficultés, des dettes, ce que vous voulez, des difficultés, la santé. Et pourtant, ils sont heureux. Pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils accomplissent ce pourquoi ils sont venus dans ce monde. Et voilà dans quel état, dans quel esprit nous devons aborder le sujet ici. À donner la priorité à notre Nefesh Elokit, lui permettre de se libérer des contraintes du corps et de l'âme animale. Passez une bonne journée.